ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'époustouflant. Voilà. Je crois que ça résume bien le paysage et ça redessine quelque chose de nouveau. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un épisode, d'une embellie, ou si c'est une marche, une tendance nouvelle qui a été ouverte. En mars, les taux 1,39%. Ça fait 10 mois, près d'une année, où on est sur des taux réels négatifs. Alors, soyons clairs, la référence que nous prenons ici pour l'inflation n'est pas celle de l'indice des prix à la consommation, l'IPC-INSEE, avec ou sans tabac. C'est l'IPCH de la Banque de France et des organismes internationaux. Et l'IPCH était en 2018 à 2,1%. Et je rappelle qu'en revanche, si on prend le premier trimestre 2019 en glissement annuel, là comparé au premier trimestre 2018, nous sommes aussi sur l'IPCH à 1,4%. Donc certes, il y a un ralentissement, mais nous sommes sur un rythme d'inflation 2,1%, ça ne fait pas un pli comparé à 1,39%, parce que c'est un taux annuel, 1,39, voilà. Ça ne fait pas un pli, ça nous donne quand même un taux réel négatif. Bon, rappelons-le, c'est la première fois depuis 1974 que l'on voit cela. En 1974, cela avait duré quelques mois, un petit nombre de trimestres. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à une année. C'est une situation, voilà, graphiquement on le voit bien. Depuis, en gros, on va le dire, l'automne 2017, nous sommes sur une courbe plate, presque plate. Bon, et puis, ce qui est remarquable dans ce contexte-là, c'est que les autres paramètres se sont aussi modifiés. Nous allons y revenir, mais je vous les aligne tout de même tout de suite. Les durées, bon, voilà, sans aucune surprise. Et puis, un des paramètres sur lequel nous avions attiré votre attention à plusieurs reprises, les taux d'apport personnel. Voyons bien ce qui est en train de se passer du côté des taux. Alors, toujours pareil, du côté des taux, on le sait, depuis un an, les taux ont diminué de 10 points de base. Bon, c'est pas important, ça mérite d'être souligné, mais au niveau auquel les taux se trouvent, ce n'est plus véritablement un enjeu en tant que tel. Et toutes les durées, les trois produits phares sont concernés par ce recul. Quand on regarde d'ailleurs mars 2019 comparé à mars 2018, on voit bien que la baisse elle concerne aussi bien les durées les plus longues que les durées moins longues, 15 ans. Quand on regarde, ce sont finalement les emprunteurs du quatrième groupe, celui qui est constitué des ménages, ce sont les ménages aux apports personnels les moins élevés, aux revenus les moins élevés, etc., qui primo-accèdent pour une grande partie d'entre eux. Ce sont finalement les emprunteurs du quatrième groupe, sur 20 ans ou sur 25 ans, qui ont bénéficié des diminutions les plus importantes. Il faut bien le voir derrière, ce ne sont pas les plus aisés, etc. Les autres en ont bénéficié aussi, mais ce sont eux. Donc il faut voir l'explication qu'il y a derrière cela. On y reviendra. Alors, des taux bas qui ont les évolutions qu'on a notées et aussi des durées. Alors, quand on regarde l'évolution des durées, on s'aperçoit bien qu'il s'est passé quelque chose depuis quelques mois. D'accord ? Bon. On se souvient, nous étions sur un point bas des durées en 2014, début de l'année 2014. Bon. Et puis, nous avons une remontée des durées. Cette remontée des durées s'est faite en suivant une pente qui est une pente relativement douce.
jusque, voilà, entre le début de l'année 2015 et puis le milieu ou la fin de l'année 2017. C'est-à-dire, c'est un allongement des durées, bien souvent, qu'on a pu mettre, et c'est ce qu'on avait fait alors, qu'on a pu mettre en perspective avec l'augmentation des coûts. À partir du printemps 2018, nous avons eu une poursuite de la montée, mais on voit avec une rupture de pente. Une augmentation d'une rapidité qui est une rapidité tout à fait remarquable. J'emploie plusieurs fois le mot remarquable, notable, exceptionnel, etc. En 2018, les durées se sont allongées de 13 mois. C'est beaucoup. Et depuis le début de l'année, 3 mois. Bon, donc ça signifie que là, on est sur des durées qui sont des durées 229 mois en moyenne au premier trimestre, des durées qu'on n'a jamais connues. Ça va interpeller parce que ça amène probablement à réécrire tout un ensemble d'explications qu'on pouvait avoir. Alors, pourquoi cette augmentation des durées? Dans un premier temps, sans aucun doute, pour faire face à l'augmentation des prix, et puis à partir du début de l'année 2018, pour faire face à la détérioration, à la dégradation des soutiens publics, et puis plus récemment, parce que le prêt à taux zéro ne s'est pas dégradé depuis le début de l'année 2019, le dispositif Pinel ne s'est pas dégradé non plus, donc il y a une réponse nouvelle qui a été apportée par des établissements de crédit. On va le voir, on va essayer de l'illustrer. Quand on regarde en vert, vert pomme, 20 à 25 ans, en gros, eh bien, le poids des 20 à 25 ans dans le marché est relativement stable depuis un nombre qui est un nombre. Ici, c'est simplement pour des raisons de simplicité de la représentation depuis le début des années 2000. D'accord? Bon, voilà. Et puis, depuis 2014, on va retrouver, on a l'allongement des durées. Et cet allongement des durées, encore une fois, en deux temps. On a un allongement des durées et puis une accélération. C'est le poids relatif dans le marché. Donc on voit bien que ce sont les 25 ans et plus qui emportent le gros du marché. Et au détriment de toutes les durées, que ce soit les 15 à 20 ans en rouge ou que ce soit les moins de 15 ans en bleu. D'ailleurs, quand on regarde le premier tri au mois de mars, d'accord, on a 41,9% des prêts qui sont accordés à plus de 25 ans et 71% qui sont 71,8% qui sont accordés à plus de 20 ans. Bon, c'est la première fois qu'on voit cela. Et si on l'illustre en prenant les catégories de clientèle réparties par tranche d'âge, donc les moins de 35 ans, eh bien, au premier trimestre 2019, nous sommes à 51,3% des moins de 35 ans qui ont des prêts de plus de 25 ans. Ils étaient 20,5% au début de l'année 2014, avant que ne démarre la grande remontée. Alors, des taux qui sont restés bas, en dépit d'une reprise de l'inflation. Des durées qui se sont allongées comme jamais. Et puis surtout, ce qu'on avait commencé à vous montrer la fois dernière, des taux d'apport personnel qui descendent et qui continuent à descendre. Donc, petit problème de méthode. Il y a deux taux d'apport personnel. Il y a le taux d'apport personnel de l'opération immobilière réalisée par un ménage, type les taux d'apport personnel de l'Observatoire du financement du logement de CSA, où on prend l'ensemble des crédits immobiliers contractés, et puis on prend le coût de l'opération immobilière, donc on prend le coût de l'opération immobilière auquel on rajoute
les frais d'agence, si agence il y a eu, les frais de notaire, et puis quelques frais annexes qui sont intégrés dans le global de l'opération. Ça, c'est le taux d'apport personnel de l'emprunteur. Ce n'est pas ce qui intéresse les autorités monétaires ou les établissements bancaires. Ce qui les intéresse, c'est le rapport entre la dette contractée et le coût de l'opération net de tous les frais accessoires. Donc, frais de notaire, frais d'agence, etc. Voilà, donc ce taux d'apport personnel, il est apparent, simplement parce qu'on travaille sur des données globales, pas sur des données microéconomiques qui sont agrégées. Et c'est un taux d'apport personnel apparent parce que c'est 1 moins le ratio LTV. Ce taux est quand même un taux de référence pour des autorités monétaires ou pour des établissements bancaires. Donc quand on regarde, là nous l'avons mis en bas 100, 2007-2019. Voilà, jusqu'en 2014, nous étions pour la base 100 à 120. D'accord, c'est-à-dire que nous étions sur un taux d'apport personnel moyen de 24%. Et puis nous avons une première descente. La première descente a été la réponse à la hausse des prix de l'immobilier. Et donc nous sommes passés alors à un taux d'apport personnel apparent de 18,8%. C'est-à-dire finalement un recul qui était non négligeable déjà, puisque c'était une baisse de 20%. D'accord ? Et puis, on a une nouvelle étape, qui va se franchir, c'est en 2018. 2018, suppression des dispositifs publics. On va descendre à un taux d'apport personnel qui va être de 16,4%. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle baisse. Voilà. Et puis, à partir du printemps 2018, cette baisse, qui est une baisse qui va être pratiquement sans interruption jusqu'à aujourd'hui. Et au premier trimestre 2019, nous sommes descendus sur un taux d'apport personnel moyen de 14,4%. Quand on regarde ce qui s'est passé entre 2007-2014 et aujourd'hui, c'est 10 points de taux d'apport personnel en moins. On ne l'a jamais vu, cela. On n'a jamais vu une baisse à un tel niveau, on n'a jamais vu une baisse durant aussi longtemps, et on n'a jamais vu une baisse aussi rapide. Bon, alors, ce qui fait qu'on résume cela en disant, nous sommes aujourd'hui dans une configuration où les conditions de crédit, taux, durée, sont exceptionnelles, mais ça ne suffit pas. Les conditions d'octroi sont encore plus exceptionnelles que cela. Et pourquoi est-ce qu'on insiste là-dessus ? Eh bien, c'est l'illustration que je prends en permanence en disant, imaginons que nous soyons avec des taux d'intérêt de 1%, d'accord, pour simplifier. Et imaginons que nous soyons comme au milieu des années, pendant la première moitié des années 80, avec des taux d'apport personnel moyen de 32%. Est-ce que vous pensez que les marchés auraient résisté ? Non, certainement pas. Donc, le taux, c'est une chose, mais ce n'est pas le taux en tant que tel. C'est la condition d'octroi du prêt sur les exigences des établissements à l'égard de l'apport personnel mobilisé par l'emprunteur. Parce que plus le taux descend, plus le marché s'élargit. Il n'y a pas d'autres paramètres qui soient des paramètres sur lesquels on puisse agir aussi efficacement pour élargir le marché. Le taux d'apport personnel. Alors, lisons cela autrement, pour en finir avec cette description entre guillemets macro. Voilà, pour bien comprendre la baisse du taux d'apport personnel, en 2018, l'apport personnel, il a reculé de 6,2%. En 2019, nous sommes sur un recul de 7,3%. On comprend ce que ça signifie. D'accord ? On comprend ce que ça signifie. Heureusement, pourrait-on dire, parce que dans le même temps, on voit bien que les coûts des opérations ont continué à progresser, mais pour autant, les revenus des ménages qui réalisent
les projets, les revenus des ménages, ils ne progressent pas de manière pharaonique. 0,3% sur le premier trimestre 2019 en glissement annuel. Si le revenu il progresse peu, c'est simplement parce que le marché est bien en train de se déformer. Le marché il se déforme parce que l'allongement des durées un peu, surtout la baisse des taux d'apport personnel, a permis à des ménages qui étaient des ménages modestes, très modestes, jeunes, très jeunes, sans apport personnel, de rentrer sur le marché. Et donc les niveaux des revenus évoluent en conséquence. Donc on est vraiment là sur le constat qui est le constat d'une transformation de ce marché, qui se résume ici, alors de manière un petit peu paradoxale peut-être, nouveau recul marqué, sensible, de l'indicateur de solvabilité de la demande. C'est logique, l'indicateur de solvabilité de la demande, on le répète en permanence, c'est en gros l'inverse du taux d'effort des ménages. Donc ça signifie que le taux d'effort des ménages, il augmente. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas normal ça, parce que les taux ils baissent, les durées, etc. Oui, bien sûr, mais c'est bien ce qu'on va montrer par la suite. Faisons attention, parce que quand le taux d'apport personnel il baisse, ça signifie que les ménages, ils empruntent beaucoup plus. Et si les ménages empruntent plus, ça signifie que leurs charges de remboursement s'accroissent. Pour autant, nous avons un premier trimestre 2019 qui est époustouflant, ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on prend l'évolution de la production de crédit, compte tenu de tout ce que l'on a dit, des conditions de crédit, mais surtout des conditions d'octroi, un élargissement du marché sans précédent. Eh bien, nous avons une production de crédit qui, au premier trimestre, en glissement annuel, augmente de 22,9%. L'année dernière, à la même époque, nous étions en baisse de 9,9%. Et si on prend le nombre de prêts pour corriger de l'augmentation des prêts moyens, nous sommes sur une augmentation du nombre de prêts de 15,8%. L'année dernière, à la même époque, nous étions en recul de 16,9%. Voilà. Eh bien, nous sommes bien sur quelque chose qui pourrait ressembler à un redémarrage de marché. On ne sait pas, je vous le disais en introduction, si cela va durer, mais toujours est-il que nous sommes ici sur quelque chose de nouveau.